bienvenue à tous pour ce rendez-vous Chine qui est consacré au paysage industriel, aux mémoires ouvrières dans les films de Wang Bing, cinéaste chinois de la province du Liaoning. Nous sommes ce soir avec Gilles Guilleux, professeur à l'Université de Paris, qui est un grand connaisseur de la société, du monde des entreprises, du monde ouvrier en Chine, et donc sur un de ses terrains de jeu favoris, nous parler de ce milieu et des transformations extrêmement profondes qu'il y a pu y avoir. Vous pouvez retrouver bien sûr ces articles qui sont mentionnés par des liens sur la page du site, et puis en tapant son nom, trouver beaucoup de ces descriptions absolument passionnantes de la société chinoise et du monde de l'entrepreneuriat. Pour continuer à décoder le cinéma, Luisa Prudentino, elle a commencé par le milieu de l'entreprise, en fait, avant de se consacrer à celui du cinéma chinois, en ayant travaillé pour une célèbre société d'import-export. Et ça veut dire que sa connaissance de la Chine est une connaissance intime qui vient du milieu du travail, de la société en général, et bien sûr de sa passion pour le cinéma, qui nous permet de décoder justement des œuvres que nous ne connaissons pas toujours très bien, mais que nous avons la chance souvent de pouvoir voir en France, ce qui ne serait pas forcément le cas dans d'autres pays d'Europe. Et puis Magali Paris, qui est paysagiste et qui, elle, a de la Chine des expériences d'ateliers avec la population citadine, mais pas seulement, dans des villages montagnards, ruraux, voire anciennement industriels. Et c'est précisément ce regard qui nous intéresse aussi dans cette soirée consacrée à Wang Bing. Alors, pour présenter un cinéaste, eh bien, ce n'est pas tant les images fixes que les images animées que nous mettons en avant. Et différents extraits seront présentés, à la fois des images issus aussi des films de Wang Bing, et puis un extrait également de ce film d'Alain Mazard que j'évoquais tout à l'heure comme étant un des grands réalisateurs sur la Chine, un grand réalisateur de documentaires. Et puis bien sûr, si vous avez le temps, l'exposition qui est présentée au BAL, Impasse de la Défense, place de Clichy, dure jusqu'au 14 novembre. Donc vous avez la possibilité d'aller découvrir un monde encore plus vaste, je dirais, des films de Wang Bing. Voilà pour cette présentation. Et peut-être, Magali, je commence par te donner la parole pour nous dire aussi ce qui t'a fasciné à travers cet univers de Wang Bing. Qu'est-ce que tu en dirais et quels sont les avantages que nous avons à parler d'un tel auteur? Merci beaucoup Françoise, ça marche le micro, oui c'est tout bon. Alors avant même de dire quelques mots, ça va être encore plus parlant de regarder un extrait donc, du documentaire d'Alain Mazard. Oui, oui, parfait. Donc il s'appelle La Chine et le réel, et donc il nous propose un voyage dans le cinéma chinois avec trois cinéastes, dont Wang Bing. Et donc le documentaire, vous allez le voir, démarre avec ce passage qui dure quelques minutes.就是像一个日记一样，故事，是在对面，在我的对面是，然后我去进入到这个故事当中，我通过我的观察和，和这种观看，那么最后呢，去拍摄了这些的一个影像，那么变成就是这个事件和我之间中间的一个东西。
现实这个词本身就是它是很宽泛的。真实电影啊，或者是直接电影的话，就是说可能它有它的这种局限的这种范围。那对我来说，我觉得电影呢，每个导演对于电影本身的这种概念的思考是不一样的，所以有时候可能在这个词的在这种这种沟通上面会，就是因为每个人的那个感情的这种，就是说它的涵盖的范围不同。真实对于电影来说是电影的电影真正的一个生命力。Pour ce petit extrait, je vais vous proposer maintenant de naviguer avec quelques mots sur cette notion de paysage et vous expliquer cette fascination toute neuve, toute récente que j'ai pu développer sur Wang Bing. Donc, je suis paysagiste de formation d'origine. J'ai un travail de recherche sur la question des usages et des pratiques du paysage, pour que vous compreniez bien d'où vient cet attrait. Et un travail sur la Chine, comme l'a dit Françoise, avec des interventions auprès du public, donc des projets à l'échelle 1, pédagogiques, donc avec des universités, avec la société civile et des projets réels également dans le Fujian et dans le Guangxi. Donc un travail d'échange et également un attrait pour l'objet Chine, donc un attrait pour le territoire chinois. Alors pourquoi Wang Bing? Pourquoi s'intéresser à Wang Bing lorsqu'on est paysagiste? Lorsqu'on s'intéresse aux usages et aux pratiques du paysage, ça paraît quand même une évidence quand on voit un petit peu le travail qu'il peut proposer. Et lorsqu'on forme aussi de futurs architectes, puisque je suis enseignante à l'école d'architecture de Versailles, d'arriver à les former à une sensibilité au paysage pour pouvoir installer dans ce paysage des édifices et également être acte de transformation de ces paysages. Donc pourquoi s'intéresser à Wang Bing? Tout simplement puisque c'est pour moi un faiseur de paysages dans le travail qu'il nous propose. Son cinéma, il tisse des relations sensibles. Dans le petit extrait qui nous est proposé, il nous dit « Je suis devant l'histoire qui s'ouvre à moi comme un journal intime et je construis avec cette histoire une relation. » Donc c'est ça, cette question de relation sensible entre les lieux et celles et ceux qui les habitent. Donc c'est ça qui va nous intéresser dans cette notion de paysage. Donc Wang Bing, il a sans doute été sensibilisé à cette question de l'espace, de la ville, de cette perception et à percevoir les milieux façonnés par l'homme à la suite de la mort de son père. Donc sans doute que Louisa nous le rappellera après, car il prend sa place à l'Institut du design et d'architecture pendant 10 ans, donc pendant une période quand même assez longue. À la suite de cette période, donc il reprend ses études et s'exerce d'abord à la photographie. Cette question du paysage, elle naît avec la photographie, avec la peinture de paysage et avec la photographie qui sont liées l'une à l'autre de manière très forte et qui donnent à son cinéma cette beauté âpre, je n'ai pas d'autres mots pour le décrire, si particulière, qui est à la fois brute, sans artifice, mais rugueuse, qui n'est pas du tout lisse, où on s'accroche sur des émotions. Alors quel paysage? Wang Bing, il filme un temps qualifié, qui est habité par des personnages ordinaires, ces corps qu'il suit, comme il le dit lui-même, et dont il sublime l'exceptionnel, ça on le verra au fil de la séance, armé de sa caméra à l'épaule ou sur le torse. Et il nous filme finalement, en termes de paysage, un néo-romantisme industriel et post-industriel, qui est le sublime de ces machines, qu'elles soient petites, la machine à coudre telle qu'on le verra dans Argent amer, ou les grosses machines à l'ouest des rails, et de leur ruine, donc d'une beauté qui n'est absolument pas facile, qui est dure, qui est difficile. Alors, je penserai tout de suite, dans mes référents, au film Manufactured Landscapes, par exemple. J'y penserai au premier abord, donc un film qui met en valeur le travail du photographe Burtynsky. Ils ont en commun la photographie, Wang Bing et Burtynsky, et les travelling sans fin de l'ouest des rails qu'on va retrouver dans le film que je viens de citer, mais la comparaison s'arrête immédiatement là, très rapidement, puisque Wang Bing a une proposition très différente. De quel paysage nous parle-t-il? De ce qu'on appelle le taskscape. Le taskscape, c'est le paysage des usages, le paysage des pratiques, qui s'oppose au landscape, donc un néologisme, un mot créé sur le terme landscape,
par l'anthropologue britannique Tim Ingold, et qui nous propose de nous parler des paysages non seulement façonnés par les humains, mais aussi par leurs actions, donc par ces corps que Wang Bing ne cesse de suivre. Donc on revient à ces fameux corps que Wang Bing suit et dont sa caméra devient la confidente. Ça, pour moi, je trouve ça absolument fascinant dans ces films. Cette caméra, elle est prise à partie constamment de manière très discrète et c'est assez joli, témoin de ce tascape. Par exemple, dans Argent amer, cette femme battue qui lui dit « suis-moi » à plusieurs reprises, et comme une invitation à sa présence finalement, et bien plus que ça, elle lui demande d'être le témoin de la scène qui va se passer. Également dans L'Argent du charbon, on lui propose sans cesse des cigarettes. Donc Wang Bing et sa caméra fait partie des négociations, ces fameuses cigarettes qu'on échange pour négocier les uns avec les autres et mettre dans sa poche finalement la personne qu'on a en face de soi. Également de rares échanges verbaux où on entend sa voix si caractéristique, extrêmement calme et distante. Et ses regards, parfois étonnés, parfois qui mettent à distance dans Argent amer de certains protagonistes, mais souvent, la plupart du temps, approbateurs, où on accepte sa présence. Ce paysage, il existe parce qu'il y a une distanciation entre celui qui observe, qui contemple ou qui écoute et l'objet qui est en train d'être regardé. Et Wang Bing, ce qu'il crée à travers ses films, c'est cette distanciation qu'il dessine à travers des atmosphères. Il nous permet de dépasser le débat stérile qui va opposer généralement la question du tascape et une vision picturale du paysage. Il ne cesse de les associer l'un à l'autre et c'est ça pour moi qui me fascine, la manière dont il construit ce paysage en associant l'humain qui y vit et la beauté de ce paysage qu'il met en scène. Et cette distance sensible au paysage, il a construit de manière très différente dans les 3 films qu'on va voir, et du plus éloigné au plus proche. Je vais vous les présenter rapidement. Et ensuite, on mettra ça en image avec les extraits que Louisa va nous proposer. Donc des travelling infinis, dont on a déjà parlé, des surplombs déshumanisés également, avec À l'ouest des rails, des surplombs tout sauf déshumanisés dans Argent amer, où on voit du haut de ces immeubles dortoirs les protagonistes qui vivent par procuration une vie qu'ils n'auront jamais, finalement, où ils parlent, par exemple, à un moment donné, il y a une jeune fille qui parle des bains-douches qui sont en bas, sans y avoir jamais été, mais elle pourrait peut-être vivre cette histoire-là. Des immersions atmosphériques qui sont absolument fabuleuses, donc avec des nuages de bruit et de poussière dans l'argent du charbon, qu'on a l'impression de vivre au terme sensible des ambiances qui sont créées. Des brumes lumineuses, oscillantes, entre chaleur extrême et froid intense dans À l'ouest des rails. Des atmosphères, des ambiances qui sont dignes d'installations de James Turrell ou encore de l'artiste islando-danois Olafur Eliasson. Donc on retrouve l'art en prise dans ces films. Et enfin, des paysages très différents des huis clos et desquels on ne sort pas vraiment. Par exemple, entre l'atelier et les dortoirs vétustes dans Argent amer, donc des paysages extrêmement introvertis, immersifs, et qui sont presque des pièges, finalement, où la vie est bien amère et bien difficile. Donc, Wang Bing nous fait percevoir le temps, mais infiniment et au plus près de l'espace. Et c'est ça que je trouve absolument saisissant dans son travail, et que Louisa nous expliquera donc avec ses extraits de films et la présentation qu'elle va nous proposer dès maintenant. Merci. Donc c'est indispensable de voir Wang Bing si on veut comprendre le paysage social et le paysage chinois. C'est ça, Louisa? Est-ce que c'est le seul? Alors, non, il n'est pas le seul, mais c'est le seul à le faire de façon différente par rapport à son rapport avec le réalisme, justement. On a entendu tout à l'heure, dans l'extrait du très beau film d'Alain Mazar, que lui-même dit, finalement, nous, les cinéastes, et quand il parle de cinéastes, forcément, il se réfère un peu à sa génération, donc de cinéastes. Donc, ces cinéastes
du cinéma indépendant, que, comme je vous ai dit tout à l'heure, s'exprime surtout de façon indépendante par rapport aux structures officielles. Et donc, ça leur donne cette liberté, entre guillemets, de parler des sujets qui fâchent. Hein. Et il dit très bien, on a des divergences par rapport à la réalité, parce que forcément, ces cinéastes partent de l'observation de la réalité et surtout et en particulier de la réalité d'une société des années 90, 90 nouveau millénaire qui change à un rythme forcené. Et il s'interroge justement sur ce qui sera le devenir en partant d'un présent qui est en train d'être complètement chamboulé. Et alors, Wang Bing, par rapport aux autres qui partent justement de l'observation de la réalité, mais par exemple, si je veux parler de Jia Zhangke, je pense que entre Jia Zhangke et Wang Bing, on est parmi les cinéastes chinois contemporains les plus connus, tout de moins en France. Eh bien, Jia Zhangke, par exemple, lui, comme Wu Wenguan, tous ces cinéastes de cette génération des années 90, dans une société qui bouge sans cesse, sont pris par la nécessité de vouloir fixer sur la pellicule des images d'un présent qui n'existera plus. Ils le voient très bien. Et donc, ils se disent, il faut absolument créer une mémoire, parce que tout cela va forcément disparaître. Et chacun le fait à sa manière, comme Wang Bing vient de le dire. Par exemple, Jia Zhangke, alors Wu Wenguan, il utilise surtout le documentaire. Jia Zhangke utilise plus la fiction, mais même le documentaire. Et dans ces documentaires, de toute façon, il ne fait pas abstraction de ses souvenirs personnels ou collectifs. Eh bien, Wang Bing, pour lui, la réalité doit être, je ne dis pas la réalité pure et dure, mais il faut avoir, la réalité a un rapport strict avec la vérité. Donc, nous allons le voir tout à l'heure, dès son premier film, il montre sa façon de vouloir dire les choses et de répondre à une question que je cite, hein, c'est lui-même qui le dit. Quel doit être le rapport entre le cinéma et la réalité de la vie? Quel est le rapport entre les personnes que je filme et l'histoire que je veux raconter? Eh bien, justement, si je dois partir d'une société dans la société dans laquelle je vis, qui mute sans cesse, il faut absolument que j'essaye au moins de connaître cette société et les gens qui nous entourent. Donc, le cinéma est justement ce moyen fabuleux d'accès à cette réalité. Donc, lui, ce qu'il va essayer de faire, c'est de chercher, comme je disais tout à l'heure, la vérité du moment historique. Une vérité qui nous dérange parfois. Et alors c'est très touchant ce qu'il dit Wang Bing, et ce qu'il fait sans cesse, il essaye sans cesse de nous montrer à travers son cinéma, c'est de dire, nous les Chinois, parfois, on sait bien quelle est la vérité, mais elle est tellement difficile à accepter qu'on ne veut même pas la voir. Eh bien moi, si. Moi, je veux la voir. Je veux vous la montrer. Parce qu'il faut bien qu'on l'accepte. Ce qui veut dire que, enfin, pas on l'accepte dans le sens fataliste du terme, mais qu'on accepte qu'il y a des choses, des situations telles que je les montre pour pouvoir se dire, ah, attention, la Chine, la globalisation, les transformations, la modernisation, c'est aussi ça. C'est un revers de la médaille. Donc, c'est absolument incroyable comment il arrive à nous transmettre ce message très fort, très puissant, dès son tout premier film, qui est ce fabuleux À l'Ouest des rails, qui a été filmé, enfin, qui est sorti en 2003, mais en fait, c'est un travail de longue haleine, parce que déjà le tournage, il a duré presque 2 ans. Mais
je fais un petit rappel de tout à l'heure. Donc, Magali a dit très justement qu'il est parti en tant que photographe. La formation à la base de Wang Bing est en effet la photographie. Après, il s'est rendu compte tout simplement qu'il n'aurait pas pu vivre de ce métier. Et donc, il laisse la photographie en tant que passion et il se rapproche plus du cinéma. Quand il sort Diplôme dans la poche en 1999, bien évidemment, il fait quelques films de commande, etc. Il comprend très bien que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le cinéma qu'il veut montrer. Et il commence déjà en 1999 à faire un film sur le district de Tiesichu. Mais sur cet endroit-là, il était déjà allé plusieurs fois en tant qu'étudiant de photo, justement. Donc, il avait photographié beaucoup de fois cet endroit. Les gens le connaissaient très bien. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les gens ne font absolument pas attention à lui quand il filme. Il accepte sa présence tout à fait naturelle, tout à fait normale dans cet endroit. Et en plus, quand il va tourner, il sera avec eux côte à côte pendant 1 an et demi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, quand il dit « je filme le rapport de l'homme à l'espace », c'est lui-même qui a fait partie de cet espace-là. Ce n'est donc pas étonnant qu'il le filme si bien. Alors, je pense qu'on peut peut-être justement rappeler ce cadre industriel de la fin 20e, non? Voir d'abord les... D'accord, oui, ok. Oui, d'accord. Alors, on va rentrer alors dans le détail justement à l'ouest des rails. Donc, à l'ouest des rails, il montre le démantèlement progressif du complexe industriel le plus important de toute la Chine, qui est le district de Tiexi, qui se trouve finalement dans la province du Liaoning. Alors, dans le nord-est. Alors, c'est un district extrêmement intéressant parce que déjà, à lui tout seul, il entretient une relation continue et assez mouvementée, si je puis dire, avec l'évolution politique et économique de la Chine du XXe siècle, puisqu'il naît en 1933, sous l'occupation japonaise, et il est né justement dans le but de produire du matériel de guerre. Ensuite, après la révolution communiste, il est reconverti et réaménagé justement à la plus grande, usine industrielle d'État. Il va embaucher beaucoup de travailleurs, beaucoup de gens. Et au début... Jusqu'à 1 million dans les années 80. Absolument. Et au début des années 80, justement, il est encore la plus grande, finalement. Il fonctionne encore à plein régime, avec justement plus même d'1 million de travailleurs qui font tourner quelques centaines d'usines en activité. Mais que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que justement les mutations économiques et industrielles de ces années entraînent, petite annonce, la fin de l'importance de l'industrie lourde et préannonce la désaffection progressive de ce district. Donc, à partir de ce moment-là, il devient une zone assez sinistrée et malheureusement extrêmement précaire dans un premier temps et finalement quelque chose qui va complètement disparaître pour les ouvriers qui non seulement travaillaient là-bas, mais qui carrément vivaient là-bas et qui ont vécu. Il y en a, et on va le voir dès le premier extrait, il y en a qui ont vécu finalement toute leur vie à Tiexi, qui n'ont pas vu autre chose, qui sont arrivés très tôt, qui ont été embauchés très tôt, qui ont créé une famille, la famille aussi, les enfants, etc., ont trouvé du travail dans ce district
Et alors, vous imaginez qu'au moment où finalement ces usines ferment, il n'y a pas que le travail, c'est déjà énorme, mais il n'y a pas que le travail que ces gens-là perdent. Ils perdent le logement, ils perdent toute leur vie. Donc, moi, je vous propose de regarder tout de suite 2 extraits qui vont mettre en image ce que je viens de vous dire. Donc pour resituer le contexte historique, la fin des années 90, c'est d'une part la fin des grandes entreprises d'État et la mise en place d'une loi sur les faillites. C'est juste pour occuper le temps. Hein, oui. Ah bon, pardon. Bon, parce que moi, je peux je fais la Madame Royale. Je peux lancer alors. Oui, non, mais vas-y, continue. Comme ça, donc, on a cette population de secteur d'État qui est extrêmement impressionnante. Elle va passer de plus de 70% à même pas 30% en quelques années. Donc, c'est de cette transformation fondamentale, on peut dire, de la société dont il est question et qui s'accompagne, bien évidemment, de cette transformation du paysage. Absolument. Et qui montre aussi, ce que Wang Bin montre, ce que les gens montrent et que Wang Bin arrive à souligner, c'est que justement, après plus de 50 ans de socialisme, la classe ouvrière qui jadis était, si je puis dire, chouchoutée par la révolution, eh bien, est aujourd'hui complètement sacrifiée à l'économie de marché. Alors, je vous montre déjà le premier. Alors, ce qui est intéressant aussi, je continue à faire mon monsieur Loyal. Ah non, c'est bon.我仨儿子，3个儿子下岗，3儿媳妇，2儿媳妇下岗，没工作，来工厂了，都黄了工厂。我们说我16岁来到咱们家，就来这屋里住了这些年。我今年73，我16岁来的，齐广里，河北省来到咱们家。那时候啊，为什么来了？那时候像我们住那地方，你看那个地道战没有？就在俺们那地方。那时候小日本的时候，他妈到处抓兵抓人。这地方不是日本人侵略的早吗？来这地方来，这包好一点。你要来那地方，来那老家待着吧，日本看着年轻都给你抓走，看着年轻都给你抓走。说的那时候都跑到这边来给人打工，给日本人做工，都没事了。那咱们那插项哪去了？我找到那没人挂着呢。这个啊，我找了半天没找着，我看看。Donc vous avez vu, c'est l'un des ouvriers les plus âgés qui travaillent dans le district de Thiécy. Et je vais vous montrer maintenant un autre extrait où on voit les retraités qui sont ceux finalement qui, quelque part, je ne veux pas dire qu'ils sont les plus touchés parce que tout le monde est touché, mais bon, ce sont ceux qui vont voir leur vie encore plus chamboulée parce que souvent, surtout les personnes âgées, ils sont ensemble, ils ont, je ne dis pas grandi ensemble, mais enfin, ils ont vécu ensemble pendant très longtemps dans ce district, mangé ensemble, des liens se sont créés. Et finalement, tout ce monde va se désintégrer et se présente le vide devant eux. Et alors, je ne vous en dis pas plus parce que je crois que l'extrait, il est assez parlant déjà tout seul.
ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça plutôt. Pardon, hein, parce que parfois je me perds. 我再搁个3天4天，先容那个住房走，我就搬走，少得他妈交上得。对，交吧，交完了。我听他说今天怎么报了30多户了？30多户？多呀，300户了呗。都那么多了。人到西住那个公房那个，人家小棚子全都推完事了。哎呦我说我那阵收拾完，我们就走去。收拾都动老了，还有那个前面那个陈瘸子小铺那嘎达，那个胡同里搬的也多。住这么多年，确实真熟的这伙人。你没过去那说吗？故土难离呀。哎呀，故乡嘛，那谁，你看那个污糟。哎呀，那也是，这腿这个疼，该洗的也没有功夫洗。我这2天腿还疼呢，我这疼。哎呀，这筋疼啊！我大腿根，这啥玩意儿？大腿根也筋疼，疼的这。说是，完还有个疙瘩呢。说是这可怎么整？完了。哎呀，这搬走就好了。不是，你看这别人都上火不拉的，你看咱那小胡同，真把真可怜我。哟，这可太棒了。那小青说呀，跟俺姥唠，这屋啊行啊，够你这不用管我妈了。那这3个人啊，他说这屋也给那够那3口人占了。等小芳大的时候呢，你说这人那有的是了。完了这样的血脉赶趟，你听他说啥？你听吧，生活啊，反正有的是。我现在我得给我儿子买那个准备一间房，我买高价的，买。你看那叫什么玩意儿？2大姑姐都没吃。他就买呗，愿意。太鸡巴驴了。他想买就买呗。太驴了那也。他想买高价。你买呗。他想买高价。你咋买呢？老太你也撵走了，你也好听，你也好看，不知道愁，都给你了，都让给你了，还嫌搬完了不知道好楼层。你说这话说的多，我说没有我搁当院呢。我都拿出来多大药，完你就报上海山去，就找去。啊！先这么的，你把这先放边上，先放边上，就往那个放上头。来呀，你把那个带上来，先放地下。干啥搬了？怎么就给完了？合理了？啊？你搬完再说。别不合理，别忙了。你待会上录像，好啊。张龙啊，不像乌样了，哪像乌样啊？你瞅瞅，哎呀，不，行了，给老太太留个那个纪念吧都。哎呀，搁一个板儿，睡觉时候完了把那板儿放上。看你咋整啊？你不买饭不说，他爱玩儿。你看他带上。现在里头这一走，老太太能不哭？现在房子啥也没有，等的还是人家儿子媳妇的。哎呀，没有办法啊。这困难到老了，我也没有办法。人这一大帮，我也不能把姐接走啊，今天。Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment, si je puis dire, un drame dans le drame. Et pour terminer, c'est là, vous avez vu cette femme qui parle à Wang Bin, eh bien c'est l'un des très très peu de moments du film qui dure, on le répète, plus de 9 heures, où les protagonistes s'adressent directement au réalisateur, s'adressent directement à Wang Bin pour dire filmez ça, parce qu'il y a cette nécessité justement de ne pas voir toute une vie s'échapper comme ça, au moins de laisser une trace, de créer ce qu'on appelle la mémoire ouvrière. Et tout dernier, ça dure 1 minute seulement, tout dernier extrait de ce film, c'est justement l'autre moment où on dit à Wang Bin, filme ça parce qu'il n'y aura plus rien de tout ça, il ne restera plus.
还得照不着了，啥也没有。 Alors justement, cette mémoire ouvrière, Gilles, que toi qui as beaucoup travaillé sur des témoignages, sur cette approche du milieu des travailleurs. Oui, ce que fait Wang Bing en quelque sorte, hein, et on a vu dans ces extraits, il construit une véritable cathédrale en hommage à la classe ouvrière. Alors quelques mots sur cette classe ouvrière, parce qu'il faut bien avoir en tête que quand le Parti communiste arrive au pouvoir en 1949, cette classe ouvrière n'existe pas. Cette classe ouvrière est extrêmement marginale. Le parti arrive au pouvoir en prenant appui sur les paysans qu'il a transformés en soldats. Et l'industrie est très marginale en Chine. Elle est présente dans les quelques ports ouverts, Canton, Shanghai, Tianjin. Et en plus, c'est de l'industrie légère. C'est du textile, de l'agroalimentaire. Il y a un petit peu d'industrie lourde, mais comme on vient de le dire, cette industrie lourde, elle a été développée par les ennemis japonais dans le nord-est du pays. Donc le Parti communiste, en arrivant au pouvoir, il va s'employer à conduire un grand projet d'ingénierie sociale qui est de construire la classe ouvrière, qui n'existe pas. Et il met au centre de son projet politique, économique, social, ces ouvriers qui vont construire les ponts, construire les routes, construire les chemins de fer, fondre l'acier, qui sont les vrais héros de la Chine socialiste. Un certain nombre d'entre vous ont en tête ces images, ces posters de la propagande de la Chine nouvelle, qui vantent la contribution exceptionnelle de ces hommes, il faut bien le dire, plutôt des hommes, à la réalisation du socialisme. Et donc, ce qu'il filme à l'ouest des rails, dans le Liaoning, c'est un de ces énormes complexes qui est développé dans les années 50. Alors là, en l'occurrence, sur les bases d'une industrie lourde japonaise, sur le modèle des énormes combinats soviétiques. Donc, immensité, grand nombre de salariés. Et l'institution qui est au cœur de cette figure de l'ouvrier héros, c'est l'unité de travail, comme tu l'as dit, Louisa. On fournit non seulement un emploi aux salariés, mais on lui fournit un logement, comme on a vu, un logement qui, à la fin de la période, est devenu misérable, parce qu'il n'a pas été entretenu. Et on fournit aussi, on s'occupe des vacances, on s'occupe de la santé, on s'occupe de l'éducation des enfants, et bien souvent, l'emploi, et donc on vit là où on travaille, et bien souvent, les enfants vont sinon hériter du travail de leurs parents, ou du moins vont avoir un emploi dans l'entreprise de leurs parents. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'horizon de ces gens, de cette classe ouvrière socialiste, est extrêmement limité, parce qu'on vit dans un espace où, très limité. Mais en même temps, on vit dans un espace où la sécurité est maximale. Enfin, je veux dire, aucune incertitude sur le lendemain. On sait très bien ce qui va se passer et on sait très bien que voilà, l'avenir est pris en charge par l'entreprise ou par l'État, on peut l'appeler comme on veut. Mais c'est donc une société de statut, une société où les statuts se transmettent d'une génération à l'autre et où les seuls risques qu'on encourt, c'est les risques d'un mouvement politique qui pourrait faire dévier la trajectoire auquel on est préparé et pour une raison ou pour une autre, le gouvernement ou le parti vous envoie dans une autre province parce que l'usine est délocalisée. C'est le cas quand, par exemple, la Chine est menacée par l'Union soviétique. À ce moment-là, on délocalise une partie des usines, notamment militaires, trop proches de la frontière soviétique vers l'intérieur.
où on est envoyé pour des raisons politiques à la campagne à s'initier à la Chine rurale. Mais donc ce que Wang Ping dépeint, c'est vraiment un portrait de cette classe ouvrière qui a été l'héroïne du monde socialiste. Et le Parti communiste, pas tout de suite, hein, parce que ce démantèlement, cette disparition ne se produit pas dans les années 80. Il faut attendre en fait le milieu des années 90. La loi sur le travail, les lois sur les entreprises qui font que, au cours des années 90, les entreprises d'État, les entreprises collectives contrôlées par des gouvernements locaux vont pouvoir licencier. Et comme on le voit, ces gens vont perdre leur travail, mais ils ne vont pas tout perdre. Là, l'exemple que tu viens de montrer, ces retraités vont être relogés. Donc la perte n'est pas enfin, tout dépend de la configuration locale, mais on touche encore un certain nombre de ressources. Mais en fait, c'est vraiment un monde qui s'écroule. C'est un monde qui s'écroule. Alors, je cite toujours cette expression chinoise Fan Shen qui désigne le retournement des corps. C'est-à-dire que c'est vraiment upside down, quoi. Et parce que tout d'un coup, en tout cas pour les générations qui sont actives, parce que les gens qui sont proches de la retraite, on va les mettre à la retraite très vite, mais pour les plus jeunes, il va falloir trouver par soi-même, et les gens n'ont pas ces ressources, les gens vont devoir trouver par eux-mêmes un travail, sur un marché du travail, ils vont devoir trouver un logement, sur un marché du foncier qui va se mettre en place progressivement, et puis ils vont devoir payer pour l'éducation de leurs enfants, en tout cas un certain nombre d'entre eux, et payer pour la santé, puisque l'ensemble des ressources qui sont distribuées font l'objet désormais, non plus d'une allocation administrative, mais de transactions marchandes. Et donc c'est le marché qui triomphe, et le monde dans lequel ces gens-là ont vécu s'écroule et disparaît, évidemment. C'est ça dont tu nous parles à l'Ouest des rails. Et il y a cette attention, justement, toi tu le ressens, à en conserver la mémoire, ou au contraire une envie d'aller vers cette nouvelle ère, celle d'une amélioration des conditions de vie promue par la marchandisation de la vie quotidienne. Dans un premier temps, les gens ils sont juste sous le choc, enfin, qui est aussi un choc immensément psychologique. Que tous leurs repères disparaissent. Et donc, ces gens attendaient tout de leur entreprise, qui était donc l'entreprise, c'est l'État, et attendaient tout de l'État. Et du jour au lendemain, l'État leur dit, maintenant, à vous de vous débrouiller. C'est juste, je veux dire, un vrai tremblement de terre, quoi. Est-ce qu'on peut voir justement, parce qu'on ne se débrouille pas de la même manière dans le nord-est industriel du pays et dans les abords beaucoup plus industriels du Zhejiang où est tourné... Ah, peut-être qu'avant de parler du Zhejiang, on pourrait parler des changements de marchandises avec le charbon. L'argent du charbon, oui. Tu nous présentes un peu le cadre de l'argent du charbon ? Ouais. Donc c'est d'actualité, hein, la place du charbon dans l'économie chinoise. Et cette place du charbon, c'est aussi la privatisation qui se fait des mines et des conditions de travail. Absolument. En fait, vous avez déjà vu qu'avec ce film, Wang Ping met vraiment les pieds dans le plat, comme on dit. Donc, il essaye d'être un témoin privilégié des transformations de son temps et des conséquences que ces transformations ont sur les gens. Donc, à partir de ce moment-là, il va vraiment suivre toutes les étapes, carrément, du changement de son pays à travers plusieurs catégories, parce qu'il ne s'est pas occupé uniquement des ouvriers, mais justement, les films sur lesquels on se concentre aujourd'hui, forcément, concernent le monde ouvrier, où en plus il y a eu peut-être le plus de transformations. Alors, il faut dire que donc, cette croissance
prodigieuse de l'économie chinoise, forcément nécessite de beaucoup d'énergie. Et alors, la Chine, on le sait, possède beaucoup de charbon, et surtout dans le nord du pays. Donc on est encore dans le nord. Son exploitation systématique se fait dans des conditions qui ne tiennent pas vraiment compte de l'écologie et ni d'ailleurs, hélas, de la sécurité des travailleurs. Alors, les mines de charbon chinoises sont réputées quand même pour être assez dangereuses, hein, pour avoir même un nombre d'accidents mortels qui ne cessent de croître. Et alors, vous voyez bien qu'un monde comme celui-ci ne pouvait qu'attirer Wang Bin, justement, qui devient de plus en plus, je puis dire, engagé dans une approche des conséquences humaines de transformation de l'économie et de l'industrie chinoise. Donc, il va filmer, mais cette fois-ci, il ne va pas filmer les mines, il ne va pas faire exactement le même travail qu'il a fait dans l'ouest des rails, mais il va plutôt filmer une autre dimension de la politique énergétique chinoise. Il va filmer le transport du charbon depuis les mines du Shanxi jusqu'au port de Tianjin. Et c'est assez incroyable comme film parce que il filme, si on peut dire, la route du charbon. Hein, c'est à peu près 1000 km pour vous donner un ordre d'idée, la province du Shanxi. Et alors, où il y a carrément des forcés de la route du charbon. Et parmi ces forcés, il y a les chauffeurs de camions qui retiennent l'attention de Wang Bin. Et c'est à eux donc qu'il consacre son film, un film qui finit par être aussi noir que la couleur du charbon, justement. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce qu'il montre à travers cela, il montre aussi comment l'économie est en train de croître, mais comment les choses sont assez futiles dans le sens où c'est l'argent qui va déterminer finalement tous les échanges, les transactions qui sont faites. Tout tourne autour de l'argent. Les chauffeurs vont charger le charbon, essayer de décharger à un prix le plus intéressant possible parce qu'ils doivent aller recharger et rebelote, et donc cela finalement se fait dans des conditions assez difficiles. Ce que nous allons voir maintenant, il y a aussi une figure assez intéressante qui est celle de l'intermédiaire entre les chauffeurs justement et les gens qui vont acheter ce charbon, et les transactions vont occuper une grande partie du film. Alors, je vais vous montrer... Voilà, pardon. Alors, voyons voir. Hop. L'économie de marché, c'est la multiplication des intermédiaires, hein, comme vous savez. Absolument, absolument. Et l'argent du charbon, pour vous donner un repère, c'est 2009. 2009, voilà. Donc 2003, la sortie à l'ouest des rails, la disparition en quelque sorte du secteur étatique. 2009, on a un nouveau type d'intermédiaire, une nouvelle manière aussi d'arpenter le territoire, puisqu'entre-temps, beaucoup d'infrastructures ont été construites. Ont été construites, justement. Alors, je regarde juste pour ne pas me planter pour les extraits. Voilà. Alors, donc, on va commencer sur cet espace vide. C'est le début du film. Hein.
上面一层不好，架线上电不对。这边这煤矿是陕西人的多，这很多地。咱们那陕西人厉害，很内蒙的。现这么煤矿人这，也不厉害。这些煤矿的，你要对吧？这些煤矿都多少有才能差吧？哎，那挣的钱还值钱。修了就那点多，好煤矿走不上场外的。现在这你也挣的不少了。刚开始，现在不是盈利了。哦。咱买多大地吧？大地吧。现在找你家地了。那时候花多少钱？买的时候花多少钱？买时候花了个6、7万，现在估计1个月投就交。半年回来了。原先就买的下边这个酱菜。啊。酱菜现在不让采，是吧？这儿酱菜采不成。橘的。煤厂定性不好，采不成，只能采能采。现那个煤厂下面再有没了？有了。多少米这？有3层的那个下面采。2层多少？也就是个1米几到2米。不是说这个人不让开吗？这就看这儿。嗯。能拿那儿，中期看那。这儿办下来才让。中期看那。不开在这儿走。看那2楼开不是煤厂旁边吗？那就可以吧，那就挖出来就挣钱了。拿出来的比你大的少，你们哪来了？铁匠是半截来了啊。你是上哪？被铁匠，别我看。Ben, on a même vu les cigarettes dont Magali parlait tout à l'heure. Donc vous voyez, on parle déjà beaucoup d'argent et là, ça y est, on va assister à des transactions avec le fameux intermédiaire. Hein? 多少能得？真没办法。他回来呀，回来咱干搞搞，差不多算了，是吧？我得往哪个车看不了我得。你咱们900，你别900，我要给900万啊！一结账给你给350万。那都不用你了，我用你做，问你操命了，钱白给你了。这样吧，说成了吗？啊，说个多少？啊？都憋出呀？去哪？那可远了。谁去那儿去？就这儿没了。这儿没说的吗？这也。哦，这儿没事，告诉你，这儿给700斤。啊？给多少？啊？这没说嘛，到了就给多少？
特别几个，那放了都两岁。这没想啥，那就这，一会儿给我打电话，一会儿给我打电话。哎，790啊，是吧？790他都2岁呀？啊，他都2岁呀？啊，多少？零售。啊，零售啊。哦。长得这远了。你给我说个价，长得些挺。啊？就他说个价，咱们些就行。哦，你意思出多少？我说的，咱差不多。你意思出多少？刚刚说7个，你跟我说吧。我叫零售来说，比你差点来嘛，零售比这嘛，好长远，对了嘛。你说多少钱？我没说790。790呀？啊，多少吧？770，差20给760，这样了吗？770。啊，这吧，但是我能接受了，这个很高了我也。这吧？这小赶快说啊！明儿收应该就接下来，来，到了吧？行，你知道。那我跟你说啊，咱上那边，你说到哪？不是那边，我觉得说跟1分1厘我都不吭你，他比天宇那，我知道了，比天宇那还多嘞。他这边那边咱过更方便，咱别来回跑了，走吧。你也过来啊？C'est en fait une vraie leçon d'anthropologie économique du capitalisme, hein, c'est-à-dire que ce qui vaut 790 ici vaut 770 à Lingshu, et puis si on peut tricher sur le poids, c'est pas plus mal quand même, parce que donc c'est ça l'économie de marché, c'est toujours essayer d'en gagner plus sur le dos du voisin. Voilà, et donc c'est ce que Wang Bin a voulu montrer finalement. C'est vraiment ce film, c'est vraiment l'image, je dirais, exemplaire d'un monde qui commence à être vraiment régi par le superficiel et au détriment de toute profondeur qui est désormais illusoire. Donc voilà, c'est un film extrêmement intéressant qui montre, voilà, avec ce qu'on va voir comme troisième film, qu'il ne s'était pas trompé, au contraire. Mais peut-être que Gilles veut encore intervenir sur cette phase. C'est que cette phase de marchandage et ce film-là est un film d'hommes. Hein? Il y a des femmes. Et alors que dans le film suivant, voilà, les femmes réapparaissent et les femmes sont à nouveau au travail. Mais dans le marchandage, oui. Oui. Donc, après la table des négociations qui se fait sur un petit banc, on va passer à encore une forme encore plus, comment dire, compétitive, concurrentielle. C'est ça oui. Si on regarde Argent amer, c'est 2017. 2017. Donc, voilà, on est parti de 2003. Donc 2009 avec l'argent du charbon, 2017, Wang Bin fait un peu le point, toujours en suivant ce fil rouge de l'économie, il fait un peu le point de la société après presque 20 ans du début du nouveau Wildeler. Et alors, c'est justement l'idée qu'il a voulu déjà exploiter dans l'argent du charbon, ce monde qui devient superficiel d'un côté et très dur de l'autre, de plus en plus dur pour les gens, et ce rapport avec l'espace, qui est vraiment extrêmement intéressant parce que finalement, ce qu'il met en évidence, toujours dans toute son œuvre, et en particulier, vous allez le voir encore mieux avec ce troisième film, c'est le rapport qu'il y a finalement, le lien très étroit qu'il y a entre l'espace et les problèmes sociaux. C'est comment le lien finit finalement par influencer les existences et le choix des relations. Ce lien qui finalement entre les personnes et cet espace qui
qu'ils occupent, ou au contraire ne peuvent plus occuper parce qu'ils sont délogés, ou ils vont ailleurs parce que justement, c'est le cas des migrants, ils ne peuvent pas rester là où ils sont obligés d'aller ailleurs pour pouvoir travailler. Et c'est l'argument, entre autres, justement, du film Argent amer 2017, la mobilité sociale. Et Wang Bin s'occupe à un grand pan de l'industrie chinoise, qui est l'industrie du textile, et qui embauche forcément de la main-d'œuvre bon marché en provenance des provinces chinoises, souvent les plus pauvres. Et alors, il a été tourné justement au sud, dans la ville de Huzhou, qui regroupe 18 000 entreprises de petite confection et emploie plus de 300 000 ouvriers. On n'est pas loin de la côte de Hangzhou, Shanghai, pour situer Huzhou. Absolument. Donc, plus de 300 000 ouvriers, donc c'est quand même assez effarant. Alors, les protagonistes, entre autres, ce sont 3 jeunes migrants qui découvrent la ville dès qu'ils descendent de leur train. Ils ont voyagé avec d'autres migrants tassés, d'abord dans les bus et après dans le train, etc. Ils se sont fait des confidences, ils ont échangé des espoirs, le désespoir aussi, ou des confidences par rapport au travail, qu'est-ce qu'ils quittent, qu'est-ce qu'ils espèrent trouver, pourquoi ils l'ont quitté, etc. Et finalement, ils arrivent à leur nouvel endroit. Le béton est encore nu, si je puis dire. L'architecture se résume à une succession de couloirs gris. On découvre les dortoirs qui peuvent avoir disons, un visage un tout petit peu plus moderne par rapport à il y a 20 ans, mais finalement on est tout à fait dans les mêmes conditions sommaires qu'on a vues au début. Et le téléphone portable, par contre, c'est la nouveauté et c'est le seul luxe, entre guillemets, qui permet au moins à ces gens de garder un lien avec les familles qui ont laissé sur place. Alors, je vais vous montrer 2 extraits. Voilà, l'un après l'autre. Enfin, non, il y en a 3, tiens. Ouais. J'ai oublié.
这样那八几年大概啊。那没啥工了，没办法，只有这个地方呀。Je voulais juste dire que cette phrase, l'ouvrier migrant n'a pas le choix, elle est très très récurrente dans ce film. Oui, deux remarques pour dire. D'une part, que l'originalité de la ville qui est filmée, sur laquelle qu'on vient de mentionner, Huizhou, nord du Zhejiang, on est donc dans une ville entièrement consacrée à l'industrie du prêt-à-porter, où chaque immeuble abrite un atelier de fabrication, plusieurs niveaux, des logements, et où effectivement il n'y a pas tellement de différence entre l'espace de travail, l'espace résidentiel, et où il n'y a pas non plus tellement de différence, parce que tu nous as donné des chiffres, entre qui est le patron et qui est l'employé. Parce que tu nous as dit 300 000 ouvriers, mais aussi 18 000 entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, comme dans l'industrie de la confection ailleurs, et je pense à l'histoire de la ville de Paris, la confection, c'est par excellence un domaine où les migrants s'exploitent les uns entre les autres. Enfin, les uns les autres, pardon. Et les nouveaux arrivés sont employés par ceux qui ont amassé un pécule suffisant pour pouvoir se mettre à leur propre compte et ouvrir leur propre atelier grâce à la sous-traitance et à la cascade de sous-traitants. Donc ce qui nous donne à voir dans Argent amer, c'est donc cette nouvelle classe ouvrière chinoise qui a succédé à la précédente, qui est une classe ouvrière essentiellement de migrants venus des campagnes qui viennent chercher en ville l'amélioration de leur sort, c'est-à-dire la possibilité de gagner 2 fois, 3 fois ce qu'ils gagneraient en ville, à la campagne, pardon. Et puis, c'est une classe ouvrière de jeunes gens. Alors là, on le voit bien, c'est une classe ouvrière, en l'occurrence, là, de très jeunes filles qui n'ont pas 20 ans et qui ont quitté leurs parents pour être propulsées très loin, alors encadrées par des membres de la famille ou des gens du village qui sont déjà partis et qui vont les aider à trouver un travail, à trouver un logement. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il nous montre non pas l'image standard qu'on connaît de la Chine, c'est-à-dire celle de ces immenses usines avec des milliers d'ouvriers enrégimentés, quasi militairement, qui produisent tous la même chose. Là, on est dans des tout petits ateliers, et donc beaucoup plus proche de ce qu'on a connu ailleurs dans l'histoire industrielle, et en particulier de la confection, de petits patrons qui emploient une dizaine d'ouvriers et qui les emploient quand il y a du travail, et puis quand il n'y a pas de travail, tout le monde s'arrête et les ouvriers vont trouver du travail ailleurs. Donc c'est vraiment une forme d'organisation de la production et aussi une forme d'organisation sociale qui est très particulière. Absolument. Et on va voir d'ailleurs, avant de voir comment, enfin les conditions de travail, et comment donc une scène prise filmée donc dans un atelier, voyons aussi ces gens justement. Bon, on a vu déjà les jeunes filles qui arrivent, et voyons un tout petit peu, juste un petit extrait de qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver déjà à cette ville. Il faut d'abord passer par le bus, par le train, dans des conditions incroyables. Et ouvrière précédente, dont on a dit combien l'horizon était restreint. Ça, c'est une classe ouvrière qui circule, qui voyage, qui est mobile, qui est en contact avec cousins, cousines, frères et sœurs qui sont éparpillés dans plusieurs villes, et donc qui sont en tension avec un autre, un ailleurs, et un futur qu'on espère meilleur. Oui, et d'ailleurs, c'est peut-être le seul film de Wang Bin où, malgré la dureté des conditions, etc., il y a un tout petit faible espoir que l'avenir peut être fait quand même par des lendemains, je ne dis pas qui chantent, mais enfin, qui fredonnent au moins. Si je peux rajouter un paradoxe assez fort entre cette grande échelle et le huis clos qui est construit, qu'on va voir au fur et à mesure des extraits, où il n'y a plus aucune distance de la machine à coudre au lit, où même on dort quasiment sur sa table de travail, et finalement où les rythmes individuels sont totalement détruits.
Roland Barthes, dans ses cours au Collège de France, il appelait ça l'idiorhythme, le rythme personnel à chacun qui nous permet d'interagir les uns avec les autres. Si on n'a pas son propre rythme, on n'arrive pas à rentrer en interaction les uns avec les autres. Là, il n'existe plus du tout, si ce n'est dans le téléphone portable, encore une fois, qui est le seul lieu personnel et qui est très très fort dans le film, comme l'a dit Louisa. L'espace privé. C'est le seul. C'est l'objet qui permet d'avoir une vie privée, une vie à soi. Absolument, c'est le seul. Et c'est vrai ce qu'elle dit, Magali, c'est vraiment, on voit ces vies minuscules dans le lot immense de vêtements qui sont là, confectionnés. Et on dirait presque que c'est vraiment la métaphore de la grande tapisserie urbaine, quelque part. Donc, on va le voir mieux. Place aux images, comme d'habitude.不开也不行啊，房子必得走，娃儿必得那个来。你来了，这不为了你来了。你说来了待不住了，来了待到你这个家里了。你们有把戏吗？给大家。是，喝的是。你们都走不着的路吗？怎么走不着？我们还等车嘛。你们在前，在后开啊？在哪里？跟你是一样的。你要晓得。对，咱们的那些不安全的。我现在10米这么大，没有两个，反正人不那么大。那人在5米更好的豪宅，更好管。喝就直接泡了，受料那么好泡，4个小时到8个小时。你们做4个到8个。可以，一是装个那个桶笼的，就像搅拌机的搅4个小时到8个小时。那这么搅着就可以休息了嘛？搅上个让噻，工序多嘞。谁让床分线，分装的张胶张了组装了排气。排气那个气外太难外。就怎么排那个油尾气，味道不能好。山鸡不是一个过美，味道它是着比啊，老是不行了，那是那个原味气了嘛。气排了没？你拿出来没有了？多少圈？包装，我们工序多呢。过来再过来呢。切货呢，切货，货切穿那个泡光，不切穿的话，我们送个泡光饭。泡光泡上，我们送个5盒那个饭，饭那么个瓤噻回来我们拿定线，定型回来那么拿张胶组装，一个节一个了。有那边厂小，几十个人、100个人那个是大厂，那边的厂小。
est sur des réductions de l'espace, des espaces de travail, réduction des espaces personnels, réduction des espaces collectifs, alors même que l'image qui nous est donnée, c'est celle de la construction et de la densification urbaine du pays. C'est ça, je vous suis bien? Oui, quelque part, oui. Et ça peut être vu même comme un paradoxe. Hein. Et d'ailleurs, ce qui veut montrer Wang Bin, quelque part, c'est ce paradoxe-là. On s'enrichit, point d'interrogation. Oui, à quel prix, comment? Tous des questionnements qui passent justement par ces films. Et dernière chose, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, cette déshumanisation quelque part, parce que finalement, on a cette fusion entre la personne et la machine, et toujours cet espace que, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être, ça peut se réduire jusqu'à suffoquer dans une densité qui est quand même de plus en plus aussi importante. Alors, je vous montre le tout dernier extrait d'un Jean Amer qui s'ouvre avec cette image du dortoir de la nuit qui est assez... Oui, j'avais envie de dire deux choses. D'une part, que la musique très entraînante contraste avec
le caractère répétitif des tâches qui sont accomplies, mais c'est aussi que, mais c'est bien ça qui se passe, parce que c'est la seule façon de survivre à 10 heures de travail quasiment en continu devant la machine à coudre dans un espace confiné, c'est d'écouter de la musique. Donc là, là c'est la même musique pour tous. L'autre option, c'est que chacun ait ses oreillettes dans ses oreilles et avec son téléphone portable et écoute une musique différente. Et puis la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que on voit bien que ces espaces dans lesquels ils travaillent, ces petits ateliers, ce n'est pas du tout des espaces qui ont été construits, conçus pour être des ateliers. D'ailleurs, il y a une seule prise électrique et il y a des rallonges qui courent, des fils qui courent pour alimenter en électricité les machines. Mais c'est exactement comme ça que fonctionnaient les ateliers du Sentier, installés dans des appartements, des lieux qui n'étaient pas du tout conçus pour être des lieux de production. Donc, ce n'est pas si éloigné de ce qu'on a connu. Ils sont quand même un petit peu mieux habillés, un petit peu plus gras, on pourrait dire, que de 20 ans auparavant. Un ensemble aussi dans l'habitat qui montre un degré de confort qui est différent de ceux de la génération des parents. Donc c'est des éléments qui montrent cette transformation, non seulement des lieux, mais aussi des typologie, on pourrait dire, d'ouvriers. Alors, on est en 2017, c'est ça. Et est-ce qu'il y a encore des changements avec la classe ouvrière? On pourrait dire, bon, je vais m'arrêter à 2019 parce qu'après, c'est plus difficile d'avoir des témoignages directs. Ce qui a changé, c'est ce que Wang Bing ne montre pas dans ses films. En particulier, il ne s'intéresse pas à la question de la combativité ouvrière, des revendications, des luttes qui ont eu lieu. Hein, il y a des grèves, il y a eu des grèves, etc. Et vraisemblablement, c'est de moins en moins possible. C'est-à-dire à cause du resserrement du régime, les ouvriers sont de moins en moins en position de revendiquer, de lutter pour améliorer leurs conditions de rémunération ou leurs conditions de travail. Donc oui, il y a toujours des choses qui se passent, mais pas forcément dans le bon sens. Et justement, sur ces nouveaux comportements, qu'est-ce qu'on peut dire puisque là, Argent amer, pour le film, sort en 2017, ça veut dire qu'il a filmé en 2015. Est-ce qu'il y a, sur la fin des années 2010, des transformations que l'on peut noter? Qu'est-ce que tu en dirais, Gilles? Ce qui est aussi vrai, c'est que la grande transformation entre la première et la deuxième génération de migrants, entre les années 2000 et les années 2010, ce qui a changé la donne, c'est qu'aujourd'hui, alors Covid mis à part, crise épidémique mise à part, avant la crise, les ouvriers sont relativement en position favorable parce qu'il y a plus de demandes d'emploi qu'il n'y a d'offres de travailleurs. Parce que la condition aussi dans les campagnes, les conditions dans les campagnes se sont améliorées. Donc, individuellement ou collectivement, les ouvriers se trouvaient dans une position plus favorable pour négocier une amélioration de leur sort. Alors, évidemment, le Covid a un peu changé la donne parce que là, il y a beaucoup d'usines qui ont fermé, en particulier dans le prêt-à-porter. Les chaînes de production ont été perturbées, etc. Voilà, mais ce qu'on peut dire, c'est que les usines qui étaient dans les provinces, enfin dans les villes côtières, se déplacent dans les campagnes où ça coûte moins cher. Et donc les paysans qui sont venus apprendre à Canton ou à Hangzhou ou ailleurs, à Huzhou, à fabriquer, rentrent dans leur village et installent des ateliers de production dans leur village. Et tu nous parlais de ces petits films que pouvaient réaliser des ouvriers qui se mettent en scène pour montrer comment ils travaillent. Ouais, on peut peut-être alors montrer ça, c'est-à-dire que à la faveur du fait qu'on ne peut plus voyager en Chine, j'ai cherché à rencontrer des ouvriers par un autre moyen. Et donc, voilà, j'ai trouvé un site sur lequel quiconque, vous compris, pouvait mettre des petites vidéos. Et donc là, j'ai un ouvrier qui met depuis 2 ans une vidéo par jour sur le net, donc consultable, et qui décrit de manière tout à fait complète sa vie au travail, sa vie à la maison, sa vie avec ses enfants, etc. C'est une mine d'informations.
Celui-là. J'y vais. Donc là, c'est une petite vidéo qu'il met sur son logement. 有点忙，没怎么收拾，所以比较乱。宽 Qui vit avec sa 大 femme. 概不到2米，跟床一样长，不到2米。长大概3米多一 C'est 点点。 une pièce, enfin une pièce, si on peut dire, qui fait 2 mètres sur 3. 空间大概就7个平方左右。 Donc il estime à 7 mètres carrés. 里面很简陋，什么都没有，就一张床 Il y a juste 和一个桌子。 une petite table et un lit, et puis voilà sa penderie. 但空间太小，就自己动手做了这个。2间房间。 En fait, c'est pas vraiment une chambre, parce qu'il n'y a pas de mur. C'est une pièce qui a été coupée avec un mur qui ne va pas jusqu'en haut. 吹不过来，所以通的。这样通呢有一个缺点就是私密性比较差。 Donc aucune intimité, hein, vous l'avez compris. Hein. Parce que de l'autre côté du mur, il y a un autre couple. 现在一清二楚。可能由于房间太小的原因，天热的时候开空调还是有点。 Le problème de l'air conditionné qui fait trop chaud l'été. 这是我坐在床上拍的，离门口只有这么多路。 Donc voilà les circuits électriques. Donc pareil, une seule prise pour tout. 开关，然后上面接了一个很小的灯。 Donc ils mettent des rallonges partout pour les téléphones, la bouilloire, la risotière. 平时休息，你就是坐在床上嘛，也没凳子，就算有嘛也放不下，所以我拿了块砖垫了一下，比较牢固一点，不会破坏。唯一欣慰的就是夫妻间有一个大窗，更明亮。还是在门口站着给大家来一个全貌吧。 由于是房间很小的原因吧，在这里呢还算是冬暖夏凉，毕竟有那个空调嘛。冬天由于空间小嘛，也不算太冷。相对于家里的大房间，这里的房间其实就只有我老家那个的卫生间那么大。Il dit que ça ressemble à... Parce qu'il a une maison à la campagne. Et en fait, la pièce où il dort, ça ressemble à la salle de bain qu'il a à la campagne. C'est aussi grand que la salle de bain de la campagne. Ouais, mais l'avantage, c'est qu'à la campagne, on gagne 300 yuan par mois et que là... Enfin, 300 yuan par jour, pardon. Et que là, il gagne 600 yuan par jour. Il gagne 2 fois plus. 好了，今天的视频就分享到这儿吧。 Vous voyez comment il entrepose ses courses suspendues à un fil dans des sacs en plastique. Voilà la vie ouvrière. C'était l'année dernière. Et donc un espace qui se réduit à la caméra du téléphone. C'est. Ouais, on peut regarder la suivante. Ouais. Donc la suivante, c'est très avenant aussi. Il choisit des musiques. Alors ça c'est la pause. La pause après leur repas du soir. Ils ont dîné vers 5h, ils dînent très tôt. Et puis ils vont reprendre le travail à 6h. Donc après avoir dîné, ils se reposent dans l'espace de travail. Et ils se reposent comme ils peuvent. C'est filmé dans la même ville, hein, Huizhou, où Wang Bing a filmé Argent Amer. C'est donc les mêmes ateliers en fait. Promet une vie meilleure. C'est des ateliers où les gens ne fabriquent, ils sont pas à la chaîne, hein, je ne sais pas si vous avez compris. En fait, ils reçoivent un ballot avec les différentes pièces et chacun doit finir le vêtement avec les différentes pièces qui sont dans le sac. Ils sont payés à la pièce, au nombre de pièces qui sont faites. Voilà.
Donc c'est les nouveaux Wang Bing d'aujourd'hui. L'œil est dans l'usine. Et que l'ouvrier est devenu cinéaste. C'est ça qui est quand même assez passionnant. Et lui-même, je veux dire, il a un rapport réflexif à son expérience au travail, son expérience de vie. J'ai une question, Magali, pour quand on enseigne justement à appréhender l'espace d'une autre culture, dans d'autres conditions de travail, comment peuvent réagir les étudiants ou les familles avec lesquelles tu as pu travailler en Chine? Est-ce que ce sont comment dire, au vu de tout ce qu'on voit là sur le milieu du travail, est-ce que ce sont des éléments qui sont partagés, surtout je pense aux villages dans lesquels il y a eu des industries, et quelles sont les réactions qu'il peut y avoir dans les lieux où tu as eu l'occasion de mener des ateliers? Alors moi, je travaille beaucoup dans les villages du sud de la Chine où les dimensions sont tout autres. Donc c'est plutôt celle dont il parle en disant que son appartement, c'est sa salle de bain, là d'où il vient. Des pièces uniques aussi, assez grandes, où finalement on se vide, exactement. Il n'y a rien dedans, où la musique prend... Je pense que c'est très très important, la musique. Je l'avais pas repéré dans ma petite introduction. C'est vrai qu'elle apparaît dans Argent amer et qu'elle peuple ces espaces vides finalement, et où on se demande mais pourquoi c'est si grand ? Pourquoi est-ce que c'est si grand alors qu'on voit bien qu'ils sont tous regroupés à un endroit où l'espace semble trop dilaté finalement, alors que là on a plutôt envie de pousser les murs, et surtout dans le dortoir où habite ce petit personnage avec son ventre tout rond, donc on a vu sur ton extrait, qui est tout le temps en train de sourire même lorsqu'il nous raconte des choses terribles. Il a toujours un sourire dans les yeux et sur ses lèvres, et il vit dans un espace vraiment, vraiment exigu. Moi, je suis impressionnée par leur capacité d'adaptation, en fait, parce que finalement, ces gens-là, ils nous racontent qu'ils sont passés de 150 mètres carrés, j'exagère presque, à 7 mètres carrés. Donc, comment est-ce possible? Et on voit que finalement, il n'y a que l'argent qui compte dans cette possibilité d'accepter ce changement d'espace. Donc ça, c'est assez dingue, parce que ce n'est pas d'une personne à l'autre, c'est la même personne qui va vivre cette confrontation spatiale. C'est assez fou. Ce qui rend aussi possible ce pari, c'est en fait la projection qu'ils ont dans l'avenir, que l'avenir de leurs enfants sera meilleur. Et donc, en fait, ils ont quand même un sens du sacrifice très fort, parce qu'ils sacrifient leur vie dans l'espoir que leurs enfants, dans lesquels ils investissent, y compris ils investissent financièrement, auront une autre vie. Ça, c'est tout à fait chinois, effectivement. Oui, je vois des réactions. Et donc, vous êtes d'accord que je passe la... Bien sûr. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de, dans ce qu'on vient de voir, alors c'est pas seulement, c'est aussi qu'il y a des tas de gens qui postent des vidéos d'eux-mêmes. Hein. C'est pas uniquement propre à ce qu'on vient de voir, ça pourrait être, je sais pas, TikTok. Enfin, c'est quand même un genre extrêmement fréquent. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas de ton dénonciateur. Alors, hein, c'est juste, on raconte ce qu'on vit, on le montre. Et est-ce que j'ai l'impression que chez Wang Bing c'est aussi un petit peu ça. Enfin, on n'est pas dans un cinéma de dénonciation d'une condition. Enfin, en fait, j'ai besoin que vous me disiez ça, parce que moi, c'est ça qui m'a intrigué dans les films que j'ai vus. C'est la neutralité d'un regard qui montre des choses, mais sans décomposer des mécanismes. Et cette mémoire-là, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette mémoire, justement? En fait, ce n'est pas une dénonciation directe, mais c'est une dénonciation indirecte. Parce que, de toute façon, Wang Bing, ce qu'il veut, lui, c'est montrer, comme j'ai dit au départ, c'est montrer la vérité d'un moment historique. Donc, lui, il ne veut pas prendre parti, il ne veut pas dire c'est mieux, c'est pas mieux. C'est la réalité pure et dure. Donc lui, il ne juge pas, il montre, et après il montre à travers cette façon originale, hein, parce que nous maintenant on est habitués à son travail depuis 20 ans, et puis il y en a d'autres qui l'ont suivi un peu dans ce domaine, mais on est complètement
loin de la logique du documentaire face à face. Donc lui, ce qu'il veut, c'est je filme la relation, donc la présence réelle d'un corps dans l'espace, parce que de cette façon, je peux filmer fidèlement aussi bien le temps que l'espace et aussi bien tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas à lui de prendre parti. Mais au moment où on voit les choses, c'est pour ça que ces films sont extrêmement intéressants, parce que d'abord, on voit en 20 ans de temps, depuis qu'il a commencé à filmer, on voit une progression justement des conséquences liées à l'économie chinoise. Et il n'y a pas uniquement une perception négative, il n'y en a peut-être pas non plus une positive, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même, comme disait Gilles tout à l'heure, effectivement, il y a quand même l'espoir, à travers le sacrifice, de pouvoir donner un avenir meilleur à ses propres enfants. Il y a dans Argent amer, bon, ben forcément on n'a pas tout vu, mais il y a des moments où les gens rigolent entre eux, il y a des moments où ils pleurent, des moments où ils se confient, des moments où ils craquent, des moments où ils trinquent, des moments où en plus il y a des jalousies, des choses... La vie, quoi, tout simplement. Donc on n'est pas dans une politique de dénonciation, pas en ce qui concerne Wang Bin, hein. D'autres cinéastes indépendants le font. Ce n'est pas le parti pris de Wang Bin. Le parti pris de Wang Bin, c'est je montre le moment historique et d'ici quelques années, tout comme nous le faisons déjà avec À l'ouest des rails, ces films-là constituent la mémoire d'un pays. Donc Tiesichu déjà n'existe plus, donc il y a quand même la mémoire de ce qu'a été ce lieu, de ce qu'il a représenté, de comment il est né, comment il évoluait jusqu'à sa fin. Donc c'est ça, en fait, disons, moi je dirais sa cohérence aussi. Je trouve que c'est un travail extrêmement cohérent, d'autant plus intéressant que justement il n'y a pas de parti pris. Il a une attitude distanciée et en retenue, presque la discrétion, une espèce de politesse, mais aussi une sorte d'attitude de chercheur finalement. Moi j'ai l'impression de voir des films de recherche en sciences sociales qui utilisent la vidéo pour pouvoir se mettre à distance. Et je trouve qu'on ne voit, même lorsqu'il y a des bagarres et qu'il les filme, on sent que la caméra est prête à bondir parce qu'il fait des petits soubresauts pour aller intervenir, mais il ne le fait pas. Non. Il se retient à chaque fois, même avec cette femme battue dans Argent amer, où la scène elle est très dure, presque insoutenable. Et pourtant, il se retient, mais on ressent quand même ce qu'il ressent à travers la manière dont il filme. Je trouve je reviens à ce que j'ai dit au démarrage. À travers son expression artistique, il s'exprime, mais pas de manière directe et dénonciatrice et autre. Jamais. Oui, il y a une grande pudeur, me semble, dans son mode d'expression. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment, il donne à entendre les voix des marginaux de la Chine qui ne sont pas usuellement entendus. Effectivement, il donne la parole à ceux qui n'ont jamais peuplé l'écran, encore moins le documentaire, parce que le documentaire, jusqu'au début des années 90, c'était quand même la grande machine dans les mains de l'État. C'était vraiment l'outil le plus puissant de propagande. Donc, il arrive à complètement, si je puis dire, changer vraiment la donne. Et donc, finalement, nous arrivons à avoir des situations, des personnages qui n'avaient pu jamais s'exprimer avant. Oui, il me semblait bien avoir vu un doigt. Vu ce que vous dites et ce qu'on ressent effectivement d'un témoignage un peu à plat, si j'ose dire, enfin pas plat, mais très à plat, comment vous expliquez qu'il ne soit pas du tout distribué? C'est une question d'argent seulement ou c'est une censure qui ne dit pas son nom? Comment? Parce que finalement, ça ne ferait pas tant de mal que ça. Enfin, je ne sais pas. Alors, on
on est loin d'un point de vue officiel. Je vais vous dire, il y a deux types de censure, si je puis dire. Alors, la première raison, c'est que ces films-là ne montrent pas la meilleure face de la Chine. Donc, ils ne montrent pas, ils ne sont pas vraiment la vitrine que la Chine officielle veut montrer. Ce n'est pas ça, c'est autre chose. C'est les grands documentaires avec des immeubles extraordinaires, c'est le progrès en permanence, c'est les chiffres. C'est pas du tout ça. C'est les grands patrons d'entreprises qui s'expriment et tout. C'est pas le petit peuple tel qu'on le voit ici, parce que ce n'est pas ça qui fait la publicité que le gouvernement voudrait qu'on fasse dans le monde entier. Ensuite, il y a une deuxième raison. C'est que, et alors, toujours de l'ordre de la censure, si je puis dire, d'abord, c'est une censure politique, comme je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas montrer ce qui va à l'encontre de ce que les dirigeants veulent montrer et veulent faire de ce pays, parce qu'on sait qu'ils veulent que ce soit la première puissance mondiale. Donc ça, on ne peut pas montrer des conditions de travail et de vie aussi dures. Deuxième censure, c'est une censure qui se fait de façon indirecte. C'est un type plutôt de censure commerciale. C'est que le public chinois, il n'est pas tout à fait habitué, il n'aime pas tout à fait voir au cinéma ce qui côtoie dans la vie de tous les jours. Donc, vous ne trouverez jamais un diffuseur qui va dire « Tiens, je vais montrer ça ». Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas ce qu'on veut voir. Donc, c'est trop dur. Et le cinéma reste encore du cinéma d'évasion. Surtout dans un pays qui a tout fait, si vous voulez, pour montrer plutôt l'industrie du cinéma et plutôt comment le cinéma est une industrie culturelle, plutôt qu'une vitrine des phénomènes sociétaux, etc. Donc, forcément, si par exemple à Pékin, il y a une salle seulement, je ne sais même pas si elle existe encore, enfin si, je sais qu'elle existe encore, même si elle peut-être pas, elle a encore plus réduit sa capacité de diffusion, une salle d'art et d'essai, et comment ils se permettent finalement de montrer de temps en temps des films d'auteur, c'est parce qu'ils montrent surtout des films commerciaux à des heures où les gens peuvent aiment aller au cinéma, etc. Et puis à 7h30 du matin ou à 23h, ils montrent des films d'auteur. Donc au moins comme ça, il y a une partie du public qui, s'il veut, peut aller les voir. Mais ce n'est pas forcément ce que tout le public chinois attend et aime voir au cinéma. Du coup, tous les producteurs, tous les diffuseurs se mettent au diapason et voilà ce qui se passe finalement. Et c'est de plus en plus comme ça. D'autres questions, remarques? Du coup, qu'est devenu alors le documentaire de propagande dont vous parliez? Ça n'existe plus? Parce que ce qu'on comprend, c'est que s'il y a une grande, si ça existe et si c'est important dans ce que les Chinois ont vu, peut-être jusqu'aux années 2000, je ne sais pas, finalement le simple fait de faire ce cinéma du réel, ça revient un peu à ça, ne peut pas entrer en contraste avec ça en fait. Si, non, ça existe encore, ça existe encore. Mais si vous voulez, ce sont surtout des documentaires qui sont montrés à la télé. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est montré au cinéma. Le cinéma aujourd'hui en Chine, c'est surtout le cinéma de fiction. Enfin, quand je parle de cinéma officiel, voilà, c'est le cinéma commercial, c'est le cinéma de fiction, c'est le cinéma qui rivalise avec Hollywood. Le documentaire a toujours été mis un peu de côté, et je dirais heureusement quelque part, parce que il a échappé à certaines règles et finalement, au début, il y en a aussi qui ont essayé de montrer la réalité, peut-être de façon un tout petit peu plus nuancée, et ils ont pu montrer ces films au cinéma s'ils ont trouvé un producteur capable de les financer. Pourquoi? Parce que justement, on ne concentrait pas tellement l'attention
de la censure sur les documentaires, mais c'était plutôt sur les films de fiction, justement parce que tout ça n'était pas vraiment privilégié par le public. Donc, quelque part, il a évolué de façon indépendante dans tous les sens. Et c'est tant mieux pour nous. Je me retourne. Si je surveille en même temps l'heure, 20h30, est-ce que vous auriez chacun un mot de la fin que vous n'auriez pas eu l'occasion de dire et vous ne laisseriez pas notre public repartir sans cette dernière impression? Gilles? De Wang Ping. Oui. On peut les acheter aussi en coffret à l'Ouest des Rails. Absolument. En fait, il y a quasiment, pas vraiment la totalité, mais presque des films de Wang Ping qui sont disponibles en DVD, et c'est quand même une rareté et c'est une chance de pouvoir les voir. Alors, nous, aujourd'hui, on s'est occupé surtout des films anthropologiques, de Wang Ping, si je puis dire, mais il y a aussi des films historiques. C'est pour ça que quand je dis que c'est un cinéaste qui a vraiment un vrai sens de l'histoire, et comme très justement a dit Magali, un vrai chercheur, c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur la mémoire de son peuple, la mémoire de son pays. C'est quelqu'un qui a fait le seul film de fiction qu'il a fait, Le Fossé. Il est quand même... après, il y a Les âmes mortes, c'est un documentaire. Tout ça, ce sont des pages extrêmement douloureuses des campagnes antidroitières à l'époque de Mao Zedong, de la période de la famine. Donc, c'est vraiment un réalisateur complet. C'est quelqu'un qui s'est fait vraiment un point d'honneur de pouvoir recueillir la parole des derniers survivants des campagnes antidroitières de Mao Zedong. Il n'y en a pas beaucoup, franchement, qui font un travail de ce type. C'est quelqu'un qui ne pense pas du tout à faire de l'argent avec le cinéma. Pour lui, c'est un devoir. Et c'est ça qui, encore aujourd'hui, m'émeut profondément en sachant en plus comment les choses sont en train d'évoluer dans le domaine du cinéma en Chine. Magali, un dernier mot? Alors, ça va peut-être être un petit peu décalé. Vous avez tous lu L'écume des jours de Boris Vian, pour la plupart, ou même plus tard, pas forcément que ado. Le héros, il s'appelle Colin. Et à un moment donné, il dit « Ce qui m'intéresse n'est pas le bonheur ou le malheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. » Et je trouve que c'est très juste, d'une manière générale, mais qu'on le retrouve encore plus dans ce beau cinéma, où on s'intéresse aux individualités. Et c'est ça la vie, c'est ce que chacun nous sommes tous différents. Et finalement, la société se construit par ces interactions individuelles, plus que par une image globale qu'on peut avoir de la Chine. Et c'est assez juste et assez beau dans ce qu'il dit. Chercher toujours la vérité, ne pas avoir peur de la vérité, la regarder en face et la montrer. Voilà, c'est ça qu'il veut faire. Voilà, beau mot de la fin sur cette empathie avec une période et une société. Merci Louisa, merci Magali, merci Gilles. Et comme toujours, vous pouvez retrouver dans 2 semaines environ sur la page dédiée la captation. Et vous pouvez retrouver aussi les indications des textes écrits par nos invités du jour. Le prochain rendez-vous Chine, ce sera en décembre et sera consacré aux démarches éco-responsables en Chine, les réalisations architecturales, urbaines et paysagères des dernières années. Donc, une autre forme d'empathie et qui se traduit par des réalisations. Voilà, je vous propose de les applaudir, nos invités de ce soir, s'ils vous ont plu.
et merci à vous d'être là. Merci de votre intérêt pour ces sujets et donc à la prochaine fois. Merci à vous.